d'honneur de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, à qui je souhaite une longue vie. La Tunisité, d'après Habib Bourguiba, 2 points, le patriotisme entre éducation et culture. Si nous avons opté pour ce titre, c'est que nous avons en tête et en mémoire maintes interrogations. La première est celle-ci, d'autant qu'elle est plurielle. Qu'est-ce que, d'une part, la Tunisité, et d'autre part, qu'est-ce qu'elle est précisément d'après Habib Bourguiba? Ce qui, en fin de compte, laisse entendre que la dite tunisité aurait plusieurs acceptations. Si tel est bien le cas, quelles sont-elles? Puisque dans une grande partie de l'histoire de la Tunisie indépendante, du moins du 20 mars 1956 au 7 novembre 1987, c'est effectivement le spectre du leader suprême, Habib Bourguiba, qui a donné à la nation tunisienne, le mot est de lui, Al-Umma Tunisiya, les grandes lignes de sa politique, et jusqu'à ce que les philosophes et certains historiens appellent la Weltanschauung, la vision du monde de ce petit pays dont l'un des adversaires politiques de Bourguiba, le général devenu président, je parle de Charles de Gaulle, écrivait dans ses mémoires d'espoir, je cite, la citation est longue mais elle est très importante. Le président Bourguiba, pour sa part, a tout de suite compris que le référendum du 8 janvier 1961, et certes, Halimi a un peu parlé du contexte, de la guerre d'Algérie, etc. Donc, on parle de l'année 61. Donc, alors, le président Bourguiba, pour sa part, a tout de suite compris que le référendum du 8 janvier ouvre une issue dont, pour la Tunisie, les conséquences seront capitales. Il demande à me voir. Nous passons la journée à Rambouillet, et donc nous passons à Rambouillet la journée du 27 février. J'ai devant moi, notez bien, un lutteur, un politique, un chef d'État dont l'envergure et l'ambition dépassent la dimension de son pays. Depuis toujours, il est le champion de l'indépendance tunisienne, ce qui l'oblige à surmonter en lui-même maintes contradictions. Il s'est sans cesse opposé à la France, à laquelle, cependant, l'attache sa culture et son sentiment. À Tunis, il a renversé le régime médical et épousé la révolution, bien qu'il croie à la vertu de ce qui est permanent et traditionnel. Il s'incorpore à la grande querelle arabe et islamique, tout libre penseur qu'il soit, est imbu de l'esprit et des manières de l'Occident. Présentement, il soutient l'insurrection en Algérie, non sans redouter pour demain le voisinage malaisé d'une république bouillonnante. S'il a tenu à me faire visite, c'est assurément pour marquer qu'il approuve mon action en vue d'une négociation algérienne et qu'il souhaite jouer un rôle conciliateur au cours de la confrontation. Mais c'est aussi pour obtenir quelques avantages au moment où l'Algérie va en recevoir beaucoup. Fin de citation. Donc, comme le texte rappelé hier par Silas Al-Jamous, et comme beaucoup de propos ici rappelés depuis hier, il y a comme ça des textes phares, des textes importants, que ce soit de Bourguiba sur le théâtre ou sur maints sujets, ou ici, cette page du journal du général de Gaulle sur Bourguiba et sur ce conflit qui va déboucher finalement sur la crise de Bizerte. Ce propos est lui-même légitime, mais litigieux, car en deçà de la situation franco-algérienne d'alors, il interroge aussi profondément que, disons-le méchamment, l'être profond du grand sujet d'analyse, passé au peigne fin par l'homme de la paix du 18 juin 1940. Or, quelle est cette interpellation de taille? La voici, clairement, stricto sensu. D'abord, il est question de contradiction, ensuite d'opposition à la France, à laquelle cependant l'attache sa culture et son sentiment. Et enfin, cette série d'oppositions entre révolution et vertu de ce qui est permanent et traditionnel, ainsi que ce qui est encore plus grave et subreptice, ceci qui fait s'affronter, il s'incorpore à la grande querelle arabe et islamique, à cette construction qui, syntaxiquement et sémantiquement, a l'air d'incarner Charles de Gaulle lui-même, tout libre penseur qu'il soit, et imbu de l'esprit et des manières de l'Occident. Nous en avons non point le tournis, mais l'envie d'aller sur le front avec Habib Bourguiba et les siens. Car oui, non seulement Charles de Gaulle nous a bien compris, et pas du tout au sens d'aimer, mais jugulé et repoussé dans nos derniers retranchements.
La question serait alors une simple opposition entre notre culture de base, arabo-musulmane à ses yeux, rétrograde, faible, battue, voire abattue, et, plus grave encore, une prétendue culture occidentale aussi vertueuse que victorieuse. Mais, comme dit Jacques Rancière dans son tout dernier ouvrage, en parlant de Tchekhov, et toi et tout, et toi et tout, qu'est-ce à dire? C'est que justement, le pari, le défi et bien sûr les partis pris d'Habib Bourguiba ont été si grands qu'ils dépassaient les analyses, appréciations ou jugements du président Charles de Gaulle. Le pari, le défi et les partis pris ont été d'emblée placés, non pas dans l'armement ou le financement d'une force ou concrètement dictature militaire, mais en ces 4 points cardinaux. Premièrement, l'éducation avec les travaux de Mahmoud Messaoud, et on en a parlé. Deuxièmement, la culture avec la figure de Cheikh El-Aqlibi. Troisièmement, la santé avec des figures tutélaires telles que Sadr al-Qadr, ministre du 17 septembre 1955 au 17 avril 1956, Mahmoud El-Madr, ministre du 15 avril 1956 au 29 juillet 1957, Ahmed Ben Salah, ministre du 29 juillet 1957 au 3 janvier 1961, ou encore Mander Ben Ammar, ministre du 3 janvier 1961 au 11 novembre 1964. Et, quatrièmement, l'imposition du Code du statut personnel du 13 août 1956, dont le principal promoteur était Habib Bourguiba lui-même, avec notamment la libération de la femme et les acquis que nous connaissons tous et toutes, ou toutes et tous, jusqu'à la proposition du 13 août 2018 par le bourguibiste Béchir Sebsi en faveur de l'égalité dans l'héritage. Nous disons tout cela sommairement, car il y a eu, sous le régime du président Zine Abdine Ben Ali, des prises de position dignes de Habib Bourguiba lui-même, notamment la loi du 8 mai 2007, avec le droit au logement au bénéfice de la mère ayant la garde de ses enfants et l'unification de l'âge minimum au mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes. Donc là, nous avons vraiment de Bourguiba à Béchir Sebsi en passant à Ben Ali, une continuité et, quelque part, une image de ce que j'appelle en tout cas la Tunisie. Bon, alors, je sais que, voilà, donc je vais à la fin en essayant de citer Albert Camus. Pourquoi Albert Camus? Alors, nous pensons, je pense, à raison à Albert Camus, dédiant son discours de Suède prononcé à Stockholm le 10 décembre 1957 à son instituteur, M. Germain, M. Louis Germain, précisément. L'orphelin de Mondoville, appelé mon petit par le maître d'école, a eu besoin d'un père. Ce père a été son instituteur. En témoigne sa lettre datée du 19 novembre 1957, à la suite de sa réception du prix Nobel de littérature. Je lis, mais c'est très beau, c'est important. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers, qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces, Albert Camus. Fin de citation. Nous souhaitons, par ricochet, signifier qu'Habib Bourguiba a été aussi bien notre maître d'école, notre père et notre président de la République. Lui qui aimait dire qu'il n'avait pas de maison parce que dans chaque foyer tunisien où vit une famille tunisienne, il y a un coin pour lui. Lui qui a laissé quelques dinars dans son compte bancaire personnel. Lui qui avait néanmoins une belle bibliothèque où nous retrouvons Saint-Simon et main maître du Verbe. Il est, encore et toujours, l'esprit immortel qui anime le corps endolori de ça et de notre Tunisie. Mais c'est grâce à de tels travaux, actes, réflexions, rencontres, débats et même polémiques que le feu sacré sera maintenu, allumé, et que ce phénix qui est en Tunisie renaîtra de ses cendres. Nous y croyons, à l'image du président Habib Bourguiba lui-même, qui déclare à Carthage le 12 novembre 1974, c'est-à-dire dans 2 jours, ce sera le 50e anniversaire de ce discours. Bourguiba dit: le peuple tunisien ne m'a jamais déçu, même au pire moment de la lutte pour l'indépendance. Je reste fondé à compter sur lui. Je sais que, de tout cœur, comme un seul homme,
Il continuera à faire bloc autour de Bourguiba qui œuvre pour le progrès et la prospérité de la Tunisie. Fin de citation. Je vous remercie.